Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette deuxième édition du petit déjeuner Parlons Inclusion Numérique, organisée conjointement par la MENNUM et la Banque des Territoires. Moi, je suis Sylvie Le Charbonnier, la rédactrice en chef de Chute, le magazine à l'écoute du numérique, et je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde édition. On est ensemble jusqu'à 10 heures pour parler inclusion numérique, numérique éducatif et numérique inclusif. En fait, après la première édition où nous avons parlé de l'inclusion numérique des très petites entreprises en mars dernier, il nous a semblé important de nous retrouver sur cette question de l'inclusion numérique et de l'école, ou plutôt de la continuité pédagogique, c'est-à-dire comment en fait les acteurs en dehors de l'école, les acteurs extrascolaires, périscolaires, etc., peuvent aider à l'inclusion numérique et peuvent aider à la réussite scolaire via le numérique, comment le numérique peut aider à cette réussite scolaire de tous et toutes. Pour présenter un peu les enjeux avant notre table ronde qui durera jusqu'à environ 9h40 et ensuite on vous laissera la parole pour des questions. Je laisse tout de suite la parole à Rose Le Mardelet pour un peu nous expliquer les enjeux côté Banque des Territoires et pour un mot d'introduction de cette matinée. Bonjour Rose. Bonjour Sylvie, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais commencer par vous remercier et remercier tous nos intervenants qui se sont mobilisés ce matin pour la table ronde qui va suivre. En effet, très rapidement en introduction, on souhaitait rappeler que l'objectif de ces webconférences Parlons Inclusion Numérique qu'on co-organise depuis le début de l'année avec la MENNUM à la Banque des Territoires, l'objectif est de creuser des enjeux un peu transverses de l'inclusion numérique. La première édition, comme vous l'avez rappelé, était dédiée au monde économique. Ce matin, on va parler éducation. Et voilà, demain, on pourrait parler peut-être santé ou finance. Mais rappelez que c'est bien voilà, un objectif aujourd'hui de faire se parler deux mondes. Et les intervenants qui ont accepté de participer à la table ronde qui va suivre le représentent. On aura à la fois des représentants du monde éducatif ou péri-extrascolaire, comme vous l'avez dit. Et aussi des spécialistes de l'inclusion numérique. Donc, on espère que ce sera un discours fructueux entre ces deux mondes. Fructueux pourquoi? Et peut-être rappeler quelques convictions communes. Nous, on pense que le sujet se traite par la transversalité, par l'activation aussi des écosystèmes locaux et peut-être un besoin sur ce sujet de l'inclusion numérique, mais peut-être plus largement en éducation, et on en parle beaucoup en ce moment, en cette période électorale, d'élection régionale, peut-être un besoin de plus d'horizontalité. Voilà. La crise l'a montré, je pense encore plus. Il y a un besoin d'ouvrir le scope, le champ de l'éducation pour une éducation plus inclusive et un meilleur accès et des meilleurs usages numériques à plus de connectivité, peut-être plus aussi de parentalité et plus d'accompagnement. Donc voilà, pour brosser en grande ligne, et peut-être les sujets qui seront sans déplorer abordés ce matin. Et j'en dis pas plus parce qu'en conclusion, on dira aussi un mot d'un dispositif spécifique qu'on a lancé à la Banque des Territoires pour contribuer justement à soutenir les initiatives locales au service d'un numérique éducatif et inclusif. Voilà, donc sans transition, je passe la parole à Emma. Emma Gariani, pour co-directrice de la MENNUM, pour compléter cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sylvie, merci Rose. Ravie d'être là avec vous ce matin et d'accueillir un superbe panel d'intervenants. On est ravis, ainsi que la deuxième édition de Parlons Inclusion Numérique. Pour nous, c'est vraiment un temps fort et essentiel, comme le disait Rose, parce que c'est important de parler de manière transsectorielle. On voit bien aujourd'hui que les personnes qui sont exclues du numérique, elles ne sont pas juste exclues à l'école, elles ne sont pas juste exclues dans leur démarche administrative, elles ne sont pas juste exclues dans leur prestation patronne de entreprise, et ont besoin à un moment donné de faire des démarches, de faire le bon. Et c'est justement une chose qu'en parlant d'inclusion numérique qui permet de travailler en transversalité et aussi de réfléchir effectivement à ces sujets transversales. Nous, à la MENNUM, dans le cadre avec les membres de société, dans le cadre de notre gouvernance, on a le nombre de participants. On ne vous entend pas très bien, Emma. Je ne sais pas si vous pouvez jouer sur... Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. Ouais, pardon. Ouais. Allez-y. Ouais. Je continue alors. J'espère
la connexion tienne. Et donc, voilà, je vois ici beaucoup de participants de tous horizons. Et j'espère vivement voilà, que ce petit déjeuner permettra de réfléchir ensemble, de balayer des solutions qui demain pourront émerger pour pouvoir accompagner au numérique les personnes dans le champ éducatif et du numérique éducatif et inclusif, quel que soit leur horizon, au plus proche de leur réalité avec les acteurs éducatifs et les acteurs de la médiation numérique. Donc, très bon petit déjeuner à toutes et tous. Et voilà, que vive le débat et j'espère toutes les solutions que nous pourrons évoquer ensemble. Merci Emma. Pour introduire effectivement nos échanges, j'accueille aussi Oriane Ledroit, qui est conseillère de Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, pour un état des lieux des inégalités scolaires et du décrochage en lien avec la fracture numérique. Oriane Ledroit, pour voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, quel est vos constats sur ce sujet? Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Je trouve que c'est une bonne initiative, ces petits déjeuners qui partagent un peu les regards dans des milieux qui parfois ne sont pas forcément réunis. Alors, on m'a dit de faire court, donc je vais essayer de faire court. Peut-être plusieurs. Le premier point, c'est on le sait, on le lit, on l'entend, on le constate au quotidien. Je pense que les personnes qui seront sur la table ronde vont le démontrer très fortement. Il y a une dualité intrinsèque dans le numérique. C'est à la fois des solutions et en même temps un amplificateur d'exclusion ou un amplificateur de difficultés. On l'a vu, d'ailleurs, je pense très fortement dans le cadre de la crise sanitaire et notamment des périodes de confinement, où finalement le numérique a permis la continuité éducative. En revanche, on a aussi très fortement constaté que finalement les équipements n'étaient pas disponibles pour tout le monde, les usages n'étaient pas si développés, il y avait énormément de parents qui se trouvaient en difficulté avec le suivi scolaire, etc. Et donc on a vraiment une dualité. Intrinsèque du numérique. Bernard Stiegler disait remède et poison. C'est un pharmacon, c'est à la fois un remède et un poison. Et je pense que c'est vraiment cet enjeu-là sur lequel on travaille tous et c'est l'idée de maîtriser les risques et de rendre en fait finalement les opportunités bien plus accessibles, en tout cas accessibles de manière plus égalitaire. Et c'est en ça, à partir de ce constat-là, qu'il faut assumer de dire que le numérique est politique. Les politiques publiques qui sont portées sur le numérique, mais aussi les initiatives des grandes entreprises véhiculent une certaine conception du monde, véhiculent une certaine façon justement de rendre ce numérique plus ou moins accessible à tous. Donc ça, c'est un peu le premier point. Le deuxième point, c'est la question, quand on parle d'inclusion numérique, il y a des réalités diverses qu'on met derrière. On peut parler inclusion numérique de manière assez large, comme incluant l'accès aux équipements, l'accès aux infrastructures et aux réseaux, l'accès aux usages. Nous, on porte, et la MENUM l'incarne très bien, et les acteurs, je pense, les initiatives de la Banque des territoires, et puis les acteurs de terrain qui vont parler aujourd'hui aussi, on n'est pas que dans des enjeux de manipulation d'outils ou d'accès à des nouveaux services. On est vraiment dans une capacité à se saisir de cette nouvelle grammaire, de ce nouvel environnement dans lequel on vit, qui est une société numérique qui finalement bouleverse notre capacité à communiquer avec quelqu'un à l'autre bout, enfin nous permet de communiquer avec quelqu'un à l'autre bout de la terre, bouleverse aussi notre rapport au savoir, à la culture, au corps, au territoire, etc. Donc c'est vraiment finalement une nouvelle grammaire, un nouvel environnement. Et on ne peut pas que accompagner, ou en tout cas, il ne faut pas viser que l'accompagnement sur des capacités manipulatoires d'outils pour satisfaire cet enjeu d'inclusion numérique. Alors, on le dit souvent, il y a 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique. Sans doute, l'intégralité des Français le sont, ou l'est, pardon. C'est ni une fatalité ni une honte. Moi, je dis souvent, je ne comprends pas comment fonctionne Snapchat. J'ai essayé, mais je comprends pas le scroll de la droite vers la gauche. Ou de haut en bas, c'est quelque chose que finalement, je suis pas née avec et j'ai du mal à me l'approprier. Il n'y a pas un type d'exclusion numérique, il y a plusieurs facteurs, parfois l'isolement social, la faible estime de soi, les difficultés d'apprentissage, etc. Et puis surtout, et c'est sur ça qu'il faut capitaliser, il y a énormément de motivation pour apprendre
le numérique. On l'a vu très fortement, notamment sur les clubs seniors ou les clubs de personnes un peu plus âgées, de retraités, etc., qui finalement apprennent à utiliser le numérique parce que c'est un moyen pour eux, notamment, de garder le lien avec leurs petits-enfants qui sont parfois éloignés, etc. Il n'y a pas de frontière non plus étanche entre des exclus et des inclus. Quelqu'un qui ne va pas avoir accès au réseau chez lui, mais qui au quotidien dans son travail utilise la bureautique, etc., n'est pas un exclu du numérique. De la même façon, quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec des démarches administratives, mais qui en revanche sait utiliser les réseaux sociaux, sait utiliser des applications de communication, etc., n'est pas un relégué du numérique. Donc il y a vraiment une pluralité de situations et surtout une dynamique. Quand on dit 13 millions, c'est presque un constat de stock. En revanche, ce qu'on sait, c'est avec la diversification, la complexification des technologies, leur invisibilisation aussi, finalement, on va tous être plus ou moins à l'aise ou pas à l'aise avec le numérique. Face à ce constat-là, à la fois que le numérique est politique et qu'il n'y a pas une situation d'exclusion ou d'inclusion, je pense qu'il y a deux défis communs. Il y a un défi commun sur le fond et il y a un défi commun sur la forme. Sur le fond, c'est l'émancipation. Donc, être acteur de cette société numérique, être capable de comprendre les outils, les environnements dans lesquels on vit, etc., et d'apprendre à apprendre finalement, et donc de manière assez dynamique de poursuivre son apprentissage et son autonomie dans un monde qui va se complexifier, qui va devenir encore plus connecté. Nous, on travaille beaucoup justement là-dessus, en apportant des réponses qui sont des réponses un peu nationales, alors à la fois pour accompagner ceux qui ne pourront jamais utiliser le numérique et ne sauront jamais faire. Donc là, c'est l'humain, c'est l'accompagnement social, c'est la proximité qui compte. On a des initiatives en la matière, notamment pour les écosystèmes du travail social, de l'accompagnement social, etc. Et puis, on a le pari de dire, il y a des gens qui voudront être formés, il y a des gens qui pourront l'être. Encore faut-il organiser localement, en proximité, avec des personnes formées, des professionnels de l'accompagnement numérique, ces réponses-là. Et donc, on a des initiatives, notamment une grande initiative dans le cadre de la relance, qui s'appelle Conseiller numérique, où on va recruter, donc ça donne en plus un emploi à des gens qui n'en avaient pas, recruter, former et déployer sur le terrain en partenariat avec des associations locales et des collectivités territoriales, 4000 conseillers numériques, des médiateurs numériques formés pour accompagner les Français. Ils seront visibles, ils vont proposer des ateliers d'initiation au numérique, ils seront sur le terrain, et c'est ça une vraie réponse aux besoins des Français. Et deuxième défi, c'est un défi sur la forme. Moi, je suis arrivée il y a 5 ans sur ce sujet-là. Il y avait des mondes qui étaient silotés. Le monde de l'inclusion, de la médiation numérique ne parlait pas avec le monde des tiers-lieux ou de tous ces lieux qui émergeaient sur le territoire. On parlait très peu avec l'éducation nationale. On parlait très peu. Et inversement, il y avait vraiment des silos. Or, les réponses, en fait, elles sont dans l'hybridation des démarches, elles sont dans les savoir-faire des uns et des autres qui se complètent, et elles sont aussi sur le fait de ne pas imposer un modèle figé qui serait le modèle de réussite qui fonctionnerait sur tous les territoires, peu importe les réalités territoriales, les besoins de la population, etc. Donc vraiment hybrider, ne pas imposer, ne pas calquer de solutions sur étagère, mais en revanche donner à voir un certain nombre de choses qui fonctionnent, les mettre à disposition. L'État prend sa responsabilité là-dessus, y compris en finançant ces démarches et ces outils. Je parlais des conseillers numériques, il y a des soutiens aussi aux tiers-lieux, il y a des soutiens à l'information des travailleurs sociaux, il y a des communautés, il y a une communauté numérique en commun qui a justement visé à outiller en fait ce qu'ils font au local. Voilà, c'est des briques de réponse, qui sont activables et mobilisables par tous. L'éducation nationale, les acteurs de l'éducation nationale, du scolaire ou du périscolaire, en effet, sont évidemment, sont destinataires et bénéficiaires, peuvent s'outiller par là. Et voilà. Et donc c'est vraiment désiloté et en capacité outillé qui me paraissent vraiment le défi sur la forme. Et peut-être pour conclure,
Bon, on l'a dit, on a besoin de rééquilibrer cette dualité du numérique au profit de son impact positif. Je pense qu'on y travaille tous et je pense que la table ronde le démontrera. Il y a encore de la route à faire et la crise sanitaire l'a montré, mais je pense qu'il y a une forme de maturité collective qui n'était pas là il y a quelques années et ça c'est positif. Faut capitaliser, faut comment dire, capitaliser dessus, la mobiliser et aller plus loin. Parce que voilà, encore une fois, c'est l'inclusion numérique, c'est un jeu qui, je pense, qu'il ne va pas s'arrêter quand bien même on a toutes les bonnes volontés autour de la table. Donc voilà, il y a encore du chemin, mais une belle maturité là qui commence à sentir et à être atteinte. Et donc on a les solutions à nous de les décliner et collectivement au niveau local pour vraiment répondre aux besoins. Voilà, bonne table ronde. Je ne pourrais pas rester, mais merci de la possibilité d'introduire et à disposition. Bah, merci beaucoup, Oriane Ledroit, parce qu'effectivement, vous avez posé les questions essentielles qui vont être explorées durant cette table ronde. La question de se faire rencontrer les acteurs, la question des usages et d'aller au plus près, en proximité des personnes les plus exclues du numérique. C'est un peu ce dont on va parler tout de suite lors de cette table ronde. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat qui est juste à côté de l'écran et on y répondra en fin de table ronde, mais n'hésitez pas à réagir tout au long de ces échanges. Je vous présente du coup nos intervenants. Vous allez voir qu'ils sont effectivement de différents mondes et c'est ça qui est intéressant. Il y a Valérie Daher qui est directrice générale de Break Poverty Foundation. Bonjour Valérie. Bonjour. Anthony Colombani, qui est directeur corporate de Bouygues Télécom et président de la fondation Bouygues Télécom. Bonjour Anthony. Morad Hatti, qui est cofondateur d'Evolukid. Bonjour Morad. Valérie Brujas, qui est chargée de mission à la médiathèque Maison de Quartier Léonard de Vinci à Vaux-en-Velin à Lyon. Et bonjour Valérie. Et Stéphane Proust, qui est directeur du numérique pour l'éducation à Seine-et-Yvelines Numérique. Bonjour Stéphane. Pour introduire nos échanges, c'est vrai que je voulais repartir sur le confinement, sur l'école à la maison, sur le début de la crise sanitaire et ce moment où effectivement des millions d'élèves ont été contraints d'apprendre via le numérique alors que peut-être ils n'étaient pas familiers à ces sujets. Qu'est-ce que ça a posé comme question? Je pense que c'est un moment qui a été révélateur, en tout cas c'est ce que tout le monde m'a dit dans les échanges préparatoires de ce besoin d'inclusion numérique et dans l'éducation. Du coup, la question c'est est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un avant et un après dans la prise en compte de ces questions. Stéphane Proust, je vais commencer par vous parce que vous étiez déjà en train d'équiper des collèges, vous aviez une expérimentation au sein des Yvelines pour équiper des collégiens de tablettes et vous avez vu du coup ce qu'a provoqué finalement le confinement et vous avez pu dresser un bilan de avant-après. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots pour commencer? Oui, merci de l'invitation. Le confinement, ce qu'il a provoqué ou ce qu'il n'a pas provoqué en fonction des situations, puisque pour le dire très rapidement, le département des Yvelines, celui des Hauts-de-Seine d'ailleurs aussi, se sont engagés en 2015 dans une démarche pilote d'équipement individuel à la fois des élèves et des enseignants, avec plusieurs objectifs à la clé, dont un qui, même si on ne le formulait pas encore comme ça à l'époque, relevait déjà d'une forme de continuité pédagogique, alors pas en raison de la crise sanitaire, mais plutôt dans une perspective de continuité de temps et de lieu dans les apprentissages, c'est-à-dire les apprentissages à l'école, très bien, et puis comment ils peuvent se poursuivre également à la maison ou sur d'autres lieux. Et c'est dans ce cadre-là que les deux départements, et notamment pour le témoignage d'aujourd'hui, celui des Yvelines, ont expérimenté depuis 2015 la mise à disposition d'11 000 équipements individuels dans 17 collèges, voilà, sur les 116 du département, pour resituer un petit peu les masses. Donc, un pilote quand même de taille importante. Et ces collèges, depuis 2015, ont progressivement, évidemment, développé leurs pratiques. Au moment du confinement en mars 2020, dont évidemment tout le monde sait qu'il a été brutal dans tous les sens du terme, y compris
dans la mise en œuvre de la décision, hein, puisque la décision était annoncée, je crois, le vendredi soir et le lundi matin, elle était effective. Ben, les établissements ont dû faire face à cette situation-là. Évidemment, l'enjeu, c'était la mise en œuvre de la continuité pédagogique, à la fois du côté de l'éducation nationale, mais également des collectivités. Et Seine-et-Yvelines Numérique, en tant qu'opérateur des collectivités, du département des Yvelines, des Hauts-de-Seine, des communes sur ces 2 départements, évidemment, s'est mobilisé tout de suite. Alors, ça a été très simple pour les collèges qui bénéficient de ce pilote depuis 2015, puisque finalement, par le biais de la mise à disposition d'outils, c'est vrai, de la connectivité qui est majoritairement existante dans les foyers, même si parfois inégale dans son confort, mais également des moyens de connexion et de maintien du lien entre les usagers, ces collèges-là, ils ont pu mettre en place beaucoup plus facilement la continuité pédagogique. Les échanges de travaux, le maintien du lien entre les élèves et les enseignants s'est fait beaucoup plus naturellement et spontanément. Je dirais que quelque part, pour cela, on a évité, ce que disait Oriane Leroy tout à l'heure, une certaine difficulté dans la multiplicité des canaux qui ont été mis en œuvre et qui ont mis tellement en difficulté les parents ensuite pour s'improviser auxiliaires d'éducation pendant le confinement. Parce que pour les autres établissements, et c'est valable pour les Yvelines, pour tout le territoire sans doute, les parents, eux, ont été confrontés à ce moment-là à une multiplicité de canaux pour trouver à gauche les travaux proposés par l'enseignant de français, à droite ceux qui étaient proposés par l'éducation musicale, etc. Je ne vais pas démultiplier les exemples, et évidemment, ça a mis les parents dans une grande difficulté. On a vu à cette occasion-là que l'idée de mener une politique de dotation individuelle, même si elle était expérimentale jusqu'ici, couplée à la mise à disposition d'outils qui ont souffert, on en a tous parlé, hein, les ENT, les environnements numériques de travail, on voit bien quand même que c'est la clé de la communication et des échanges entre les membres de la communauté éducative. Que ce soit les enseignants, les élèves, les parents, on était là sur un triptyque qui pouvait continuer d'échanger entre eux, évidemment après une période compliquée puisque les ENT n'avaient pas nécessairement été dimensionnés pour penser des échanges synchrones dans des crises aussi compliquées, mais on en a tiré les leçons et on les fera évoluer, on les a déjà fait évoluer pour pouvoir permettre aussi ce type de fonction-là. Et je pense que collectivement, il faudra qu'on en tire des leçons pour l'avenir. Mais voilà ce qui a été le premier bilan, à la fois dans des collèges expérimentateurs en politique de dotation individuelle. La situation n'a évidemment pas été simple, mais beaucoup plus facile à mettre en œuvre en termes de continuité pédagogique. Et puis, on a vu également, puisqu'on a cette capacité-là, nous, d'agir auprès du bloc communal, qu'en faisant montre de solidarité territoriale et en se mobilisant, en allant prêter des équipements individuels dans les écoles, plusieurs milliers, du jour au lendemain, toutes les équipes mobilisées pour mettre à disposition ces équipements, on a permis aussi à des écoliers, à des enseignants de maintenir le lien, parce que les élèves, pour le coup, étaient parfois primo-équipés dans leur foyer, alors que soit l'accès à un écran ou un terminal n'était pas possible par la mise en situation également de télétravail des parents. Hein. Il faut penser à ça, évidemment, mais il n'y a pas forcément multiplicité de terminaux dans les foyers. Et parfois, il y avait un ordre de priorité qui s'installait avec des parents qui étaient en télétravail et qui ne pouvaient pas mécaniquement laisser leur enfant également se connecter sur ce même écran. Donc, fournir un équipement individuel, ça permet cette continuité pédagogique puisqu'on a l'équipement dans l'école et hors l'école. Enfin, c'est ce que c'est un Bien peu. Sûr. Ouais. Bien sûr, la continuité pédagogique, alors on pourrait la décliner sur différents plans, mais là, puisqu'on fait plutôt un bilan suite à la crise sanitaire, s'il y avait des doutes sur l'opportunité de mener une politique d'équipement individuel, ils se sont fortement dissipés avec cette crise-là, puisque au-delà, évidemment, des enjeux de la crise sanitaire, du maintien de la connexion entre les différents acteurs de la communauté éducative, on a un autre enjeu, c'est celui de pouvoir permettre à des élèves de prolonger leurs apprentissages au-delà du temps scolaire. C'est aussi un enjeu d'inclusion numérique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais un enfant qui n'a pas toujours les capacités de pouvoir suivre en 55 minutes l'intégralité du cours, mais qui peut en capturer une partie et puis tranquillement chez lui poursuivre, rédiger son cours, prendre en note ce qu'il n'a pas eu le temps de faire. Et croyez-moi, c'est vraiment des pratiques qui sont développées dans les collèges pilotes. On voit bien que là aussi, il y a des enjeux de continuité qu'une politique d'équipement individuel permet et permet seule.
Mhm. Valérie Daher et Anthony Colombani, vous, au sein de Break Poverty Foundation et au sein de Bouygues Telecom, vous travaillez ensemble, hein, donc voilà, c'est pour ça que je vous interroge tous les deux. Ce premier confinement, est-ce que ça a été un révélateur justement de cette fracture numérique et cette fracture numérique éducative, enfin de l'équipement des familles? Comment vous avez géré ça? Je crois que Valérie Daher, vous avez lancé une opération connexion d'urgence, parce que la question de la connexion et de l'équipement, à ce moment-là, c'était la question la plus importante finalement. Valérie Daher? Oui, merci Sylvie, bonjour à tous. Alors, je dirais qu'en introduction, alors déjà 2 mots sur la fondation Break Poverty. C'est une fondation qui aujourd'hui s'engage dans la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes en France et qui, à ce titre, soutient des programmes dans 3 principaux domaines d'intervention que sont le soutien à la petite enfance, les 0-3 ans, la prévention du décrochage scolaire chez les jeunes défavorisés et l'accès au premier emploi. Et donc, avant ce premier confinement, je dirais qu'on n'avait pas du tout comme spécialité la lutte contre la fracture numérique. Mais je dirais qu'au-delà, en fait, de la fondation que je dirige, je pense qu'il faut prendre, en fait, ce problème avec beaucoup d'humilité. Et on le rappelait il y a pas très longtemps avec le secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, c'est que je pense qu'avant le confinement, si on parlait, en fait, d'inclusion numérique ou de lutte contre la fracture numérique auprès des Français, tout le monde pensait aux seniors, personne ne pensait aux enfants. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment hyper important, c'est qu'il n'y a même pas de prise de conscience en fait du problème et qu'on associait en fait la fracture numérique aux personnes les plus seniors de notre société, absolument pas aux enfants, absolument pas aux jeunes, et qu'on considérait en fait que les jeunes sont des digital natives, ont grandi avec Internet, sont connectés à leur téléphone portable constamment en fait à la maison, voire même à l'école, et que donc ils n'ont aucune difficulté à accéder à Internet, aucune difficulté en fait à utiliser le digital. Et en fait, le confinement a révélé vraiment une réalité complètement autre. Et là, je pense que le secteur entier et nous-mêmes qui intervenons dans le domaine de la lutte contre le décrochage scolaire a pris une grosse claque. Il faut dire très honnêtement, 970 000 gamins n'ont pas pu se connecter à l'école à distance pendant le confinement. Près d'1 million d'élèves ont été coupés très concrètement de l'accès à l'école, n'ont pas pu en fait avoir leurs cours, n'ont pas pu échanger avec leurs copains à l'école pendant en fait les presque 3 mois de confinement. Donc, on s'est tous retrouvés confrontés à une réalité hyper brutale et à une réalité qui rompt tous les droits fondamentaux, puisqu'aujourd'hui, en fait, l'école est obligatoire, son accès doit être nécessaire à tout le monde. Et bien, pendant concrètement plusieurs semaines, en fait, un grand nombre de Français, de jeunes Français, près d'1 million d'entre eux, n'ont pas eu accès à l'école à distance. Et pour un grand nombre d'entre eux, c'est uniquement parce qu'ils n'avaient pas, en fait, l'accès aux outils nécessaires, ordinateur et connexion Internet, pour pouvoir, en fait, accéder à l'école à distance. Nous-mêmes, nous avons réalisé en fait une enquête auprès des personnes défavorisées, des familles défavorisées que l'on accompagne. Et aujourd'hui, on constate que plus d'une famille défavorisée sur 4 estime ne pas avoir l'équipement, donc la connexion ou l'ordinateur nécessaire pour répondre aux besoins éducatifs de leurs enfants. Et concrètement, ce sont des familles en fait qui n'ont, dans un très grand nombre de cas, pas d'ordinateur à la maison, ou qui se partagent une tablette à 5 ou 6 personnes, ou un téléphone portable à 5 ou 6 personnes. Donc, une réalité, en fait, qui est complètement, en fait, impossible à vivre au quotidien dans une situation de confinement et de fermeture des établissements scolaires. Et même dans des cas en fait très particuliers, mais dont on ne parle pas souvent, mais qui concernent également des dizaines de milliers d'élèves, qui est le cas des enfants de l'aide sociale à l'enfance, dans des structures qui sont des structures aujourd'hui financées par l'État, on a des gamins qui faisaient la queue à 15 devant un ordinateur pour récupérer en fait leurs devoirs ou imprimer leurs devoirs en fait dans les centres où ils sont hébergés. Donc, une réalité extrêmement violente, en fait, à laquelle personne n'était préparé et à laquelle il a fallu répondre en urgence. Et c'est vrai qu'on était nous-mêmes pas du tout des spécialistes de la fracture numérique ou de l'inclusion numérique. Et on s'est organisé très rapidement en consortium, donc avec Emmaüs Connect et les associations du collectif Mentorat. Et on a organisé, en fait, pendant les 3 mois du confinement, la plus grande opération de distribution d'ordinateurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Éducation nationale à l'échelle de la France, puisqu'on a distribué tous ensemble plus de 18 000 ordinateurs reconditionnés, donc ce qui était plutôt également assez vertueux d'un point de vue environnemental, mais également en termes d'économie circulaire, qui est celle
du reconditionnement d'ordinateurs. Donc, 18 000 ordinateurs avec leur connexion Internet à des jeunes défavorisés pour leur permettre de se connecter à l'école à distance, ce qui est énorme, mais ce qui reste malheureusement une goutte d'eau par rapport à l'ampleur des besoins. Cet besoin de connectivité, Anthony Colombani, vous qui êtes représentant de Bouygues Télécom, vous l'avez aussi constaté, vous avez été submergé de demandes de connexion? Oui, bien sûr. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. En fait, on fait le même constat que Valérie, c'est évidemment pas un hasard si on travaille ensemble. Simplement, nous, on vient plutôt du monde de l'inclusion numérique et moins celui de l'éducation. La fondation que je préside intervient depuis une douzaine d'années dans ce secteur-là en apportant soit de la connectivité, soit des appareils, effectivement, pour que les gens puissent se connecter. On l'avait fait dans des situations d'urgence. On travaillait beaucoup avec le SAMU social, par exemple, pour aider les familles qui étaient hébergées dans des hôtels d'urgence ou des structures d'hébergement à rester connectées, à pouvoir communiquer avec leur famille, avec les enfants. Mais c'est vrai qu'on a pris tous dans le buffet au début du confinement ce besoin de connectivité et on s'est rendu compte qu'on vivait au fond encore un peu dans un pays du tiers-monde. Puisqu'on a été, nous, submergés de demandes. C'est-à-dire qu'on a eu des milliers de demandes de connexion individuelles qui ont afflué chez Bouygues Télécom, venant d'associations, de fondations, de collectivités territoriales, d'hôpitaux. On n'arrivait pas à connecter les soignants, les enfants hospitalisés n'avaient plus accès à la continuité pédagogique. Enfin, on a été vraiment submergés de demandes. Et c'est vrai qu'au début, on n'a même pas su y répondre parce qu'on n'a pas pu s'organiser. On a mis quelques semaines à pouvoir trouver la solution technologique pour apporter cette connectivité rapidement. Et finalement, on s'est assez rapidement porté vers la 4G. Il se trouve que Bouygues Télécom, mais c'est le cas des autres opérateurs, on n'est pas dans une situation concurrentielle, on a une très bonne couverture 4G. On distribue, vous savez, des galets 4G ou des box 4G, qui sont des objets assez usuels maintenant, qui sont assez utilisés, qui viennent plutôt du monde de l'entreprise, mais qui sont de plus en plus utilisés. Et on s'est dit que c'était le meilleur moyen de faire. Et donc, on a équipé des galets, des box. On a mis des cartes SIM dedans et on les a envoyées. Alors, au début, au mépris complet des procédures, y compris légales, qui font que quand on ouvre une ligne, il faut qu'on la surveille très bien. Bon, puis après, évidemment, on a reboulonné tout ça. Et puis, on a fait très, 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 très vite le constat qu'on avait besoin de médiation entre nous, opérateurs nationaux, et puis le terrain. Parce que c'est évidemment pas possible de répondre à toutes les demandes individuelles. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est rapproché de Break Poverty, qui avait à la fois cette expertise du terrain, qui connaissait les territoires, qui connaissait les besoins, et qui nous a permis de ne plus envoyer nos box un peu à l'aveugle, comme ça, mais vraiment de cibler des besoins de connectivité très précis. Valérie citait l'aide sociale à l'enfance. Moi, j'ai fait le constat avec elle en visitant des foyers d'aide sociale à l'enfance, qu'effectivement, il y avait aujourd'hui des foyers dans ce pays, 4e ou 5e puissance économique mondiale, il y avait des foyers d'aide sociale à l'enfance dans lesquels 24 ou 25 enfants étaient hébergés avec une connexion Internet et un PC. Et effectivement, les enfants faisaient la queue. Mais quand Valérie le dit, ce n'est pas métaphorique. Ils faisaient réellement la queue pour accéder à 5 minutes d'Internet, pour pouvoir accéder à 5 minutes de leur cours, une fois sur 2 ou une fois sur 3. Alors, je suis certain que ça construit, que ça contribue à la continuité pédagogique, mais je suis également certain que ça ne contribue pas totalement. Oui, bien sûr. Alors, on y reviendra d'ailleurs. Les objets, ces terminaux, ça c'est pareil. Là aussi, on l'a pris un peu dans la poitrine, je pense. On imaginait qu'on vivait dans un pays où les gens étaient connectés. On parle parfois de 6 écrans connectés par foyer, je crois, c'est le chiffre qu'on cite parfois. Bon, moi, j'ai 3 enfants, mon épouse travaille, on n'a pas 5 terminaux connectés à la maison. Ça, c'est évident, on n'a pas 3 PC et 2 tablettes connectées. Et donc, il a fallu tourner entre nous. Et moi, mon premier contact personnel avec la crise, c'est une boucle WhatsApp de parents d'élèves réclamant des PC pour les prêter à telle famille en difficulté. Et ça s'est passé au centre de Paris. Donc, voilà. Et donc là aussi, on a décidé d'intervenir et on travaille avec Valérie. Et on a décidé de donner l'ensemble de nos PC reconditionnés. Il y a 9000 collaborateurs chez Bouygues Télécom. Chaque année, on reconditionne environ 1000 à 1200 PC qui sont donnés à des brokers, c'est-à-dire vendus au poids en fait à des sociétés qui les revendent ensuite. On a fait ce choix-là de les donner à Break Poverty, de trouver un processus qui permettra de les écouler progressivement. Et ça a créé beaucoup d'enthousiasme chez nos collaborateurs qui ont fait la queue, alors cette fois-ci pour de bonnes raisons,
pour donner leur PC. Et voilà, on a été là aussi un peu engorgé, mais on a réussi à se débrouiller petit à petit. On a beaucoup parlé de la question des équipements, mais Moradatix, qui est revenu aussi, c'est une sorte d'évolution des mentalités, d'évolution des contenus qui peuvent être proposés via le numérique. Est-ce que qu'est-ce que vous avez constaté avec ce choc de l'école à la maison? Merci d'abord pour l'invitation à cette table ronde très intéressante. Et effectivement, la crise est venue accélérer un processus qui est le suivant. C'est qu'avec Evolukid, donc moi je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Evolukid. Pour me présenter brièvement, je suis professeur de mathématiques de formation. Avant d'être prof, j'étais éducateur spécialisé, donc tout ce que Valérie et puis Anthony ont décrit, je connais bien. Avant même d'être éducateur, j'étais animateur jeunesse. Donc moi, comme je dis souvent, depuis que j'ai 18 ans, l'âge de travailler, j'ai jamais travaillé au McDo ou soulevé une brique, mais même en job étudiant, j'étais avec des jeunes et j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. Et donc, en créant Evolukid avec mon frère, lui, qui est ingénieur en robotique, on avait lancé, 1 an avant le Covid, le concept de classe virtuelle, c'est-à-dire former des enfants à distance sur ce qu'on sait faire. Nous, c'est les nouvelles technologies. On vulgarise les nouvelles technologies, l'apprentissage du code. On a été parmi les premières startups à faire coder des gamins dès 2015-2016. Et ensuite, voilà, on propose plusieurs autres types de contenus, comme de la robotique, de l'intelligence artificielle et plein d'autres choses. Et pour revenir à mon propos du départ, c'est que lorsqu'on a expérimenté ce nouveau format de classe virtuelle, se connecter sur Zoom pour enseigner, on nous disait ouais mais non, il n'y a pas mieux que le contact humain. Et effectivement, je suis assez d'accord avec ça, mais non, c'est compliqué, on peut pas c'était quoi les paroles, on peut pas maintenir un enfant, même un ado, plus d'1 heure devant un écran pour qu'il puisse apprendre des choses. Puis est arrivé le Covid et vous connaissez la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux usages, ou plutôt, c'est pas des nouveaux usages, mais il y a eu un processus d'accélération et on est venu mettre le doigt sur ce que sont nos usages actuels et ce qu'ils doivent être. Et il y a eu un terme qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est l'hybridité. Et effectivement, je pense qu'il faut nuancer. Tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas 100% connecté, ou tout n'est pas en présentiel, mais il faut trouver cette bonne alchimie entre les usages de demain, d'aujourd'hui, et puis se questionner sur ce qui fonctionnait bien avant aussi. Et donc voilà, bon, pour répondre à votre question, effectivement, la question des usages, de faire différemment et surtout, en général, quand on veut mettre en place un nouveau processus, vous le savez, ça prend beaucoup de temps. Et là, du jour au lendemain, on a mis des millions d'enfants, de personnes devant des écrans. Et la question, au-delà des usages, parce qu'on parle beaucoup des outils, des devices, donc je suis tout à fait d'accord, c'est le premier élément, c'est l'élément crucial. Si on n'a pas d'outils, si on n'a pas de tablette, de smartphone, d'ordinateur, on est vite bloqué, on ne peut rien faire. Mais une question qui s'est vite posée, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'ordinateur, qu'est-ce qu'on met dans la tablette pour que l'enfant passe du temps éducatif et apprenne des choses. Et c'est là que nous, on a développé une plateforme de contenu, une sorte de Netflix de l'éducation, une sorte d'open classroom, mais plutôt adapté pour nous. Notre cible principale, c'est les enfants, mais pas que, mais démocratiser les nouvelles technologies parce qu'on est dessus, mais de manière ludique, parce qu'il faut rentrer dans le monde des enfants et des ados. On a une grille de lecture, nous, adultes, et d'ailleurs, quand nous, adultes, comment dirais-je, on a des lectures différentes,
Mais il faut comprendre ce que l'enfant, le monde de l'enfant, le monde de l'ado et le monde en fait de nos différentes cibles. Nous, voilà, on a essayé d'avoir une approche très très ludique avec des codes qui parlent aux enfants, du contenu par les pairs, donc du contenu pour les enfants et les ados fait par des enfants et des ados. Parce que si on parle encore d'usage, on sait que nos jeunes maintenant, ils sont assez autodidactes, ils sont assez autonomes devant ces écrans. Moi, à l'époque, pour trouver une information, comme vous tous, je traversais tout mon quartier pour aller à la bibliothèque, prendre un livre, le ramener chez moi, chercher l'info, etc. Quand la bibliothèque était fermée, un dimanche après-midi, pour un devoir de maths, eh ben, j'allais encore une fois traverser le quartier, aller toquer à la porte du grand frère d'un ami parce que lui, il avait fait une filière scientifique. Et on se mettait dans les escaliers parce qu'encore une fois, comme vous le disiez, 5, 6, 7 enfants à la maison, bah, je ne pouvais pas rentrer chez lui. Déjà, ils étaient assez pleins dans la chambre. Donc, on se mettait dans les escaliers et puis il m'expliquait comme ça. Un enfant, maintenant, est très jeune. Il va sur YouTube, il tape exercice de maths. S'il est motivé, sinon il va taper autre chose. Il joue à Fortnite, il est bloqué dans un jeu, bah, il va taper comment avoir plus de V-Bucks, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, donc, et il va trouver l'information tout seul. Et là où j'ai déjà eu du coup beaucoup de conversations avec les parents, ils me disent oui, mais mon enfant, il reste 3/4 d'heure devant une vidéo, il apprend rien, ça l'abrutit. Je dis mais vous vous rendez compte, votre enfant, il prend le réflexe d'aller sur YouTube, il tape des mots-clés, il ne trouve pas les bons mots-clés, donc il va aller sur une autre vidéo, il se concentre, il absorbe les informations, il les analyse, il les trie, et il arrive à résoudre sa problématique. Je trouve ça magnifique. Maintenant, il faut cadrer et puis il faut les accompagner. Ouais, on reparlera de l'éducation au numérique parce que c'est vrai que pour qu'il y ait de l'inclusion numérique, il faut que c'est qu'il y ait de l'éducation au numérique dans le temps de l'école et hors école. Valérie Brejas, quel est le rôle des médiathèques? On penserait les médiathèques comme un pôle ressources finalement face à ces questions d'équipement. On va parler des usages ensuite, mais comment vous êtes en train de refaire votre médiathèque? Comment vous mettez comment le numérique s'inclut dans cette médiathèque et comment vous aidez à cette continuité pédagogique finalement pendant et hors l'école? Oui, bonjour. Donc, je suis Valérie Bruget, chargée de mission pour la création d'un nouveau lieu hybride, justement, tiers-lieu, qui s'appelle la médiathèque Maison de Quartier Léonard de Vinci à Vaux-en-Velin. Et cette construction, ce nouvel équipement s'inscrit dans le cadre d'une politique publique municipale plus large qui a démarré dès 2016 et qui a considéré le numérique comme un enjeu fort pour le territoire, qui s'est traduit en termes d'équipement, puisqu'on évoque ces questions-là par l'installation de tableaux numériques dans les écoles, par justement la modernisation de l'ensemble des outils d'accès à Internet qui sont dans les médiathèques par 60 ordinateurs modifiés, transformés, l'accès au Wi-Fi dans l'ensemble des bibliothèques, la mise à disposition de logiciels pour pouvoir faire des PowerPoint, faire de la bureautique, faire son CV, voilà. Et puis il y a aussi la formation des bibliothécaires pour qu'ils puissent accompagner les usagers avec ces nouveaux outils. Donc, cette question était effectivement déjà prise en compte et le confinement, en fait, a été un révélateur pour tous de l'intérêt de ces démarches-là et de leur pertinence, surtout que Vaux-en-Velin et la Mednum a fait tout un travail d'identification de ce qu'ils appellent l'indice de fragilité numérique des territoires et la cartographie sur la métropole de Lyon, puisque nous appartenons à cette intercommunalité, a bien démontré que Vaux-en-Velin avait un besoin des plus importants en matière de nécessité d'inclusion numérique sur le territoire. Donc les démarches en cours ont été renforcées par un choix politique même des élus de voter sur le fait que nous allions engager encore plus avant maintenant ces questions d'inclusion numérique, outre l'aspect technologique évoqué, mais également les enjeux d'inclusion et également, on considère aussi que le numérique, c'est un enjeu culturel. Donc, c'est pour ça que la bibliothèque Maison de Quartier, aujourd'hui, ce nouvel équipement, porte fortement
ces questions d'accueil des publics, d'accompagnement, d'accès au matériel divers et variés pour accompagner les compétences manipulatoires, mais pas que, parce qu'effectivement, on ne peut pas s'arrêter là. Et puis, sur la partie confinement, ce qui a été aussi intéressant, c'est qu'on on a parlé beaucoup de distanciation sociale, et l'enjeu social était important. Et en fait, nous, on a plutôt considéré que c'était une distanciation physique, parce qu'il a fallu fermer les lieux, mais les bibliothèques ont vite réouvert. Hein. Ce sont des lieux culturels en France qui ont été considérés comme essentiels, car effectivement, je crois que leur fonction sociale et d'accompagnement des publics, d'équipement de proximité sur les territoires ont bien été comprises et valorisées à ce moment-là. Et aussi, ce qu'on a développé pendant la période de confinement, c'est le lien social avec les réseaux sociaux, puisque les bibliothèques créent des réseaux sociaux. Donc, on est allé chercher, on a continué notre travail de veille, de sélection, de ressources culturelles, informatives. On a valorisé, par exemple, aussi les dispositifs d'accompagnement en ligne comme Solidarité numérique auprès des publics de la bibliothèque. On a gardé le lien. On a également créé des médiathèques numériques accessibles au public. Donc, les bibliothécaires ont continué à proposer des ressources romans, BD, mangas, films, magazines en ligne, et on a valorisé aussi les ressources gratuites. Donc, on a veillé à ce que ce lien et cette continuité, pas seulement pédagogique, mais aussi d'accès à des ressources, aussi à des ressources éducatives, puisque aujourd'hui, dans les ressources en ligne, il y a des formations, de l'auto-apprentissage, d'auto-formation qui est proposée. Voilà, donc on a pu valoriser tout le travail qui existait, qui était toutes les ressources disponibles, et on a pu en fait les rendre encore plus visibles pendant cette période, puisque les usagers, ils étaient surtout sur Internet. Ouais. Et vous avez même des conseillers numériques maintenant au sein de la médiathèque pour justement aider à la prise en main de ces outils, etc. Enfin, c'est vraiment aussi cette question d'accompagnement, d'éducation numérique, parce que si un élève ou un parent, on va y revenir, n'arrive pas à utiliser ces outils, c'est quand même le premier pas pour cette question d'inclusion. Oui, tout à fait. On a répondu à l'appel national pour bénéficier de conseillers numériques. Donc, on est en train de mettre en place un diagnostic de territoire justement pour identifier quels sont les acteurs, que ce soit des services publics, mais également des associations qui sont en train de participer, qui ont pris conscience de cet enjeu et qui souhaitent s'engager dans cette démarche d'inclusion numérique. Et effectivement, les conseillers numériques sont un dispositif qui peut vraiment consolider ces démarches-là. Il y en a 4 qui ont été proposés par l'État à la NCT pour la ville de Vaux-en-Velin, un qui sera au sein d'une MMIE, donc c'est une maison d'insertion métropolitaine, 2 pour la ville, la médiathèque maison de quartier, et un qui sera affecté à un centre social. Bien sûr. On pose la question des équipements, mais on voit très bien qu'on glisse très vite sur la question des usages. Valérie Daher et Anthony Colombani, du coup, vous avez, après l'opération Connexion d'urgence, vous avez monté le programme Réussite connectée pour justement aller plus loin que ces questions de connectivité et vraiment d'aller dans l'accompagnement. Il y a des mentors dans ce programme, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que je trouve que c'est une illustration finalement de ce que peut être cette question de l'inclusion numérique au service de l'école. Oui, Sylvie. Alors, Anthony, si tu veux bien, j'introduis, puis je te laisserai prendre la suite. Alors, effectivement, je pense qu'au-delà de la crise sanitaire que l'on a traversée, il faut rappeler en fait que l'usage du numérique aujourd'hui s'est imposé dans le système scolaire et que on estime aujourd'hui qu'un lycéen ou un collégien a accès à un ordinateur au quotidien pour faire ses devoirs, accéder à Pronote, communiquer avec ses profs, chercher également son parcours d'orientation. Les informations sont en ligne, s'inscrire sur Parcoursup. Enfin, on voit des éléments qui sont absolument fondamentaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'inscription dans les études supérieures dépend en fait d'un logiciel accessible online. Donc aujourd'hui, il est impératif en fait que tous les jeunes puissent avoir accès à un ordinateur, mais surtout sachent l'utiliser, et c'est pour nous en fait une condition sine qua non d'égalité des chances à l'école. Et aujourd'hui, ne pas bénéficier en fait de ce matériel ou ne pas savoir l'utiliser en fait, met des jeunes en difficulté et des jeunes qui sont souvent en fait déjà dans une situation de scolarité fragile, c'est-à-dire que
Malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, ceux qui sont privés de ces équipements sont souvent les jeunes les plus défavorisés. Or, les jeunes les plus défavorisés sont malheureusement les premiers, en fait, parmi les rangs des décrocheurs. On sait qu'on a aujourd'hui en France 100 000 jeunes qui décrochent chaque année du système scolaire. Ils sont au total 1 million de jeunes aujourd'hui en France à sortir de l'école sans emploi, sans formation, sans diplôme. Et parmi eux, un grand nombre d'enfants défavorisés. Et donc, ne pas avoir d'équipement à la maison, ne pas avoir de connexion Internet et surtout ne pas savoir utiliser ces outils, c'est mettre ces élèves encore plus en difficulté dans leur parcours scolaire, dans leur orientation scolaire et dans leur insertion professionnelle. C'est les condamner littéralement à la pauvreté. Et donc, au-delà de cette action d'urgence que nous avons menée pendant le confinement, il nous a semblé absolument essentiel de continuer en fait ce combat pour l'inclusion numérique de tous et pour l'égalité des chances de tous face à l'école. Et donc, on a mis en place effectivement un programme qui va encore plus loin, en fait, ce programme Réussite Connectée, en partenariat avec la Fondation Bouygues Télécom, avec les équipes de Bouygues Télécom Entreprises, mais également avec la Poste qui distribue en fait les ordinateurs gracieusement. Donc, un grand nombre de partenaires autour de nous. Et en fait, l'idée de ce programme, il est simple, il est d'offrir à des milliers de jeunes défavorisés un ordinateur reconditionné, donc on est toujours sur le même principe, une connexion Internet pendant 1 an grâce aux équipes de Bouygues Télécom Entreprises. Donc, on envoie aux jeunes un galet qui leur permet de se connecter à Internet pendant 1 an, mais également un accompagnement qui inclut au minima en fait l'usage, donc l'accompagnement aux usages numériques de base. Et cela, on le fait en partenariat avec la MENNUM, avec Unicité, avec Emmaüs Connect qui nous accompagne en fait dans la formation des jeunes en fait aux usages du numérique, mais également qui va jusqu'au mentorat en fait de ces jeunes, un mentorat extrêmement riche puisque avec nos mentors qui sont soit des salariés d'entreprise, soit des étudiants, les jeunes en fait sont accompagnés à hauteur de 2 heures par semaine pendant toute l'année scolaire. Et cet accompagnement n'est pas juste du tutorat scolaire ou juste de l'accompagnement aux usages numériques, c'est vraiment en fait un accompagnement très global qui inclut en fait le soutien à l'école, mais surtout la reprise de confiance en eux, en fait, l'accompagnement dans leur parcours scolaire, dans leur orientation scolaire, la connaissance des métiers de l'entreprise, et puis finalement leur redonner confiance quand malheureusement souvent la vie leur a pas offert les meilleures conditions dans leur parcours scolaire. Donc c'est un programme très complet et le soutien de Bouygues Télécom Entreprises est absolument fondamental parce que comme Anthony l'a dit tout à l'heure, en plus des connexions Internet, ils nous permettent en fait d'accéder à des ordinateurs reconditionnés, mais également à du mentorat via leurs salariés. Donc, c'est un accompagnement très global. Anthony Colombani, pour compléter rapidement, parce que je vois que le temps passe. Donc, si vous pouvez raccourcir vos réponses et répondre succinctement, c'est super. Merci. Pour faire très court, je vais vous raconter une anecdote. Il y a, une fois n'est pas coutume, il y a quelques années, quand vous arriviez porte d'Aix à Marseille, il y avait souvent des gens qui tapaient à la fenêtre de la voiture et qui vous proposaient des PC qui portaient le logo Conseil général des Bouches-du-Rhône. Parce que le Conseil général des Bouches-du-Rhône avait fait une opération de distribution de PC aux enfants et c'était une très très bonne idée à l'époque, sauf que ça n'était pas du tout accompagné. Il n'y avait pas du tout de suivi et donc les PC se retrouvaient sur le marché gris et étaient vendus. Tout ça pour dire que le périphérique et la connectivité, c'est la base, c'est le socle sur lequel on bâtit ensuite une inclusion numérique, mais ça n'est que le début en fait. Et si on ne fait que distribuer des galets et que donner des PC reconditionnés, en fait, on n'a rien fait du tout. Parce que ce qui compte, c'est d'accompagner les usages. Et tout le monde le fait. Je crois que tout le monde a cité ce mot d'accompagnement, que ce soit dans les médiathèques, qui restent des lieux absolument centraux. Il faut quand même le redire. Hein, s'il y a un lieu à préserver et à valoriser et à défendre, c'est vraiment la bibliothèque. C'est vraiment là que tout s'invente. En plus du Wi-Fi, il y a même des livres en plus. Donc c'est un endroit encore plus formidable que ça. Et donc, il faut absolument accompagner. C'est ce qui nous a séduit dans la démarche de Break Poverty, c'est d'avoir un suivi très fin des enfants et des jeunes à qui on remettait des objets numériques, parce que ça a été dit un petit peu par Oriane Ledroit en introduction. C'est pas parce qu'on est agile avec le numérique qu'on est inclus numériquement. Moi, je suis des enfants de mission locale d'insertion, des jeunes, en plus des enfants. Dans ces missions locales, j'apprends de nouvelles, on me donne accès à des nouvelles applications tous les jours. J'ai appris des tas de trucs avec des logiciels de paiement en ligne, des Snapchat, des trucs que je connais pas parce que je suis un vrai boomer. Donc, ce sont des gens qui sont plus agiles que moi avec le numérique, mais qui ne sont pas inclus. Parce que s'il faut faire une démarche administrative en ligne, s'il faut créer un compte sur une mutuelle étudiante, une mutuelle pour avoir accès à des soins, ou s'il faut faire, j'en sais rien, un CV ou utiliser
un logiciel de traitement de texte basique, ils ne savent pas faire. Et donc, ils sont connectés, ils ont un smartphone, ils ont un forfait. Souvent, ils y consacrent pas mal d'argent d'ailleurs, pour ceux qui peuvent. Et derrière, ils ne sont pas inclus. Et donc, cet accompagnement et ce suivi des usages fins, il est absolument essentiel si on veut réussir d'inclure. On a parlé d'accompagner les élèves eux-mêmes, mais il y a aussi accompagner les parents. C'est vrai qu'on voit aussi que si l'élève est un peu déstabilisé et que le parent ne peut pas aider, ça peut être facteur de décrochage scolaire aussi. Stéphane Proust, vous avez justement identifié cette question et mis en place des formations de parents. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, effectivement, si on a tiré un enseignement lié à la crise, c'est celui de la difficulté qu'ont rencontré des parents à accompagner leurs enfants. Sans doute parce que ça a été beaucoup plus mis en lumière, même si ça existait sans doute précédemment. En tout cas, et je le disais un petit peu tout à l'heure, à titre personnel, j'ai même eu des parents en larmes au téléphone qui ne savaient plus comment faire face à la manière d'accompagner les enfants. Comment rendre les travaux, à quel endroit, comment les aider à ne pas décrocher parfois. Et donc, on s'est dit collectivement qu'on avait effectivement des parents qui étaient en dehors des radars, à la fois de l'accompagnement du côté de l'éducation nationale, mais aussi du côté de la collectivité. On a nos cibles habituelles, sans que ce soit péjoratif, que sont les élèves d'un côté, les enseignants de l'autre, qu'il convient de former et d'accompagner. Et puis les parents, ils étaient indirectement associés au dispositif. Alors on l'a fait sur le pilote d'équipement individuel, puisqu'évidemment il y avait toute une démarche d'accompagnement qui a accompagné ce déploiement-là. Mais sur le quotidien, sur l'ensemble des collèges, on voit bien que se connecter à un environnement du numérique de travail, savoir ce qu'on va y trouver, comment on peut communiquer dessus, c'était loin d'être intuitif, et c'était loin d'être intuitif pour tout type de parents. Je ne voudrais pas sombrer dans la caricature. Il y avait vraiment tout type de profil qui se sentait démunis de ce point de vue-là. Donc c'est important effectivement, comme c'était souligné tout à l'heure, de ne pas croire que les difficultés d'inclusion seraient seulement un sujet relevant du 3e âge ou de nos seniors, certainement pas, et on l'a bien vu là. Donc voilà, prise de conscience. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on prend conscience, on tente d'agir, et en l'occurrence sur nos marchés d'environnement numérique de travail, parce que ça passe par des actions très concrètes. On va ajouter dorénavant et mettre à disposition des dispositifs de formation ou de médiation de manière plus légère des parents pour que, par exemple, lorsqu'ils scolariseront dorénavant leurs enfants en 6e dans les collèges du territoire, ils reçoivent eux aussi une information de ce qu'est un ENT, comment on peut s'en servir, comment on peut rester en contact, comment on peut s'informer sur la scolarité de son enfant. Je ne dis pas pour autant qu'on va basculer dans un tout numérique. Le lien des parents et l'entrée des parents dans le collège est absolument souhaitable. Et par ailleurs, on met en place des expérimentations pour les accueillir et leur faire leur place au sein des collèges, qui ne s'est pas fait pendant très longtemps. Et de ce point de vue-là, l'inauguration à la rentrée prochaine du collège innovant de Mantes-les-Jolies en sera un territoire d'expérimentation, puisqu'on a construit et on mettra à disposition, en partenariat avec l'éducation nationale et les équipes locales, y compris la ville, un espace d'accueil des parents qui permettra de proposer des actions de médiation numérique auprès d'eux. Alors ça va d'ateliers d'alphabétisation, c'est-à-dire un petit peu éloigné des sujets numériques, mais après tout, c'est également important de leur faire une place pour ceux qui sont concernés sur ces sujets-là. Et ça ira aussi à des ateliers de médiation numérique. Je sais me connecter à l'ENT, je sais dialoguer avec les enseignants qui suivent mon enfant, et puis je sais également faire quelques démarches administratives comme celle qui était citée tout à l'heure, et je suis complètement aligné avec ça, évidemment. Et vous vous servez du pass numérique également pour ça? Oui, j'allais y venir. Il se trouve que le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont souhaité se positionner sur l'appel à projet de l'État qui concerne le pass numérique. Donc rapidement peut-être, mais je crois qu'on a beaucoup de spécialistes de la médiation qui sont connectés ce matin. Le dispositif permet, par l'intermédiaire de prescripteurs, de proposer des chèques et donc des préfinancements d'actions de médiation numérique sur un ensemble d'ateliers qui sont préalablement ciblés par le biais de partenaires que nous allons labelliser sur le territoire.
Alors, il y a des publics qui sont prioritaires, principalement les publics éloignés de l'emploi, pour 50% à minima, et puis pour d'autres publics, nous allons faire le choix, en partenariat avec le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine, de pouvoir cibler d'autres publics, dont celui des parents d'élèves. Et je pense qu'il y a un an, si on s'était interrogé sur les publics qu'on avait voulu cibler, on ne serait peut-être pas arrivé aussi vite que ça à la thématique des parents d'élèves à cibler pour peut-être leur proposer aussi des passes numériques. Aujourd'hui, c'est quasiment un réflexe, donc on va articuler nos différentes actions, les accueillir dans les collèges et mieux les informer, les former sur l'écosystème qui est mis à leur disposition, j'allais dire pour leur permettre de mieux suivre la scolarité de leurs enfants, évidemment, et puis pour mieux les inclure d'autre part, et peut-être renforcer en ça leurs compétences numériques propres et donc peut-être leur employabilité, leur faire bénéficier de dispositifs tels que par exemple le pass numérique. Valérie Brugès, sur cette question de l'accompagnement des parents et de l'accompagnement aussi des élèves, de cette question de fait finalement de créer une sorte de culture numérique pour ne pas désarçonner les jeunes et les moins jeunes et permettre, dans le cadre de cette table ronde sur le numérique éducatif, permettre la réussite de tous. C'est quelque chose que vous faites au sein de la médiathèque. Notamment, vous parliez tout à l'heure de faire du numérique un objet de création. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, effectivement, très vite, ce qu'on a souhaité après avoir aménagé, équipé, modernisé les équipements des médiathèques, c'était de se dire que c'était très important de tout de suite partager ces équipements et les contenus, surtout avec les usagers, les habitants. Donc, notre premier réflexe a été de dire, créons un événement où on va tout exposer et échanger avec les habitants. On l'a intitulé « Tous numériques », avec l'intention de dire, voilà, c'est le numérique accessible à tous. Et on a mis en place un comité éditorial avec des acteurs locaux, donc de la petite enfance, de l'éducation, des centres sociaux, des MJC, voilà, pour des établissements scolaires, collèges, lycées, pour essayer d'identifier justement quels étaient les publics cibles. Et c'est eux qui nous ont dit, mais le public cible en priorité, c'est la petite enfance, c'est les parents. Et alors que nous, on se disait plutôt, c'est les jeunes, les ados, ils ont besoin d'être aidés, ils vont voir n'importe quoi, c'est dangereux. Voilà. Et finalement, donc, on a créé plusieurs espaces, un espace, on va dire qu'on a appelé univers à l'attention de la petite enfance et des parents, pour aussi justement montrer que effectivement l'important c'était d'avoir des contenus, que l'accompagnement et la relation parent-enfant était importante dans la découverte des ressources, et puis également qu'un enfant, si vous lui proposez des écrans, effectivement il va regarder des écrans, mais si vous mettez à côté des livres, des jeux, eh bien l'enfant c'est une éponge, hein, il a envie de découvrir et de s'éveiller et de découvrir tout l'environnement qu'on lui propose, et qu'il est important de diversifier les ressources qui sont mises à disposition pour qu'il puisse s'éveiller et de garder avec le numérique le contact avec lui dans cette découverte du numérique. Donc ça a été un élément important, et on a aussi travaillé avec une association qui s'appelle Fréquence École, qui est sur le territoire de la métropole de Lyon, qui organise aussi un événement qui s'appelle Super Demain. Et on échange beaucoup avec eux, ils nous accompagnent beaucoup dans ces démarches-là. Ils créent des valises, par exemple, qui s'appellent Educonum pour l'éducation aux médias. Donc, en tout cas, la question des usages, pour nous, elle est au cœur de nos démarches. Et ensuite, un des autres enjeux, c'est de se dire, effectivement, le numérique, ça fait partie aussi des nouvelles littératies. Je voyais une question d'Amandine Lebrun dans le chat. Effectivement, si la question du désir, on va dire, est de créer avec le numérique, parce que ce sont de nouveaux imaginaires, de nouvelles manières aussi d'éduquer, parce que recevoir un PDF d'un prof qu'on ne peut pas remplir et tout, c'est la feuille blanche qu'on vous distribue. Mais aujourd'hui, en fait, il faut qu'on imagine d'autres modes de créer, d'interagir. Morad l'indiquait tout à l'heure, mais pas déconnecter aussi des ressources traditionnelles. Le livre, il est toujours là, il est présent, il est important, mais aujourd'hui, on doit travailler sur des transmédia, de la translittératie, car des questions d'illettrisme, elles sont toujours présentes. Vous parliez d'analphabétisme également, donc elles sont présentes et elles amplifient, en fait, le numérique amplifie ces difficultés. Donc, il faut bien qu'on garde la connexion avec des parents qui ont besoin d'être accompagnés et aussi d'être pris en compte dans l'ensemble de leurs besoins. En fait, le projet de la médiathèque Maison de Quartier, on a un lieu en fait qui est 2700 mètres carrés avec un Fab Lab, plein d'outils numériques, un musée numérique. On a voulu en fait avoir une pluralité d'entrées de l'inclusion numérique pour justement accompagner et que les usagers entrent par la porte qui leur va bien et qu'après on les accompagne sur des parcours de montée en compétences, d'autonomisation, mais qui sont ensuite assez personnalisés. On voit vraiment les différences de différentes initiatives. On voit qu'il y en a beaucoup qui émergent sur à la fois les équipements, les usages, etc. Et la question qu'on peut se
poser. Là, il nous reste peu de temps et j'aimerais qu'on passe la parole aussi. Il y a plein de questions, donc voilà. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment fédérer les acteurs, comment déployer équitablement sur le territoire tous les dispositifs dont vous nous avez parlé. Morad, Atik, pour Evoluguide, comment se passe cette coopération entre les différents acteurs, entre une start-up comme vous et l'éducation nationale, entre une start-up comme vous et des collectivités, des grandes entreprises? Comment ça se passe et qu'est-ce que vous prônez là-dessus pour fédérer les acteurs? Effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut fédérer. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont intéressants, des dispositifs publics, d'autres privés. Et l'idée, c'est de trouver la bonne combinaison pour faire travailler tout le monde intelligemment. La collaboration avec des collectivités et des entreprises se fait généralement assez simplement. Les collectivités ont des besoins pour mener des projets. D'ailleurs, c'est marrant, je suis au téléphone et là, en fait, je mène mon intervention dans une école, un centre de loisirs à Vélizy, où on accueille 250 enfants sur un projet autour du harcèlement, comment le numérique, donc le cyberharcèlement. Donc voilà, clairement, une collectivité ou une entreprise a des besoins et nous, entreprises privées, on va y répondre. Pour l'éducation nationale, c'est encore autre chose. Moi, un ancien prof, je connais le système de l'intérieur et je savais que l'éducation nationale est un mastodonte qu'il est difficile de faire bouger, en tout cas à la vitesse qu'on le voudrait. Mais c'est vrai qu'il y a malheureusement cette réticence à collaborer avec des entités privées comme les nôtres. Il est déjà arrivé où on nous sollicite, on a une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, et puis lorsqu'on nous pose la question, mais en fait, vous êtes une association ou une entreprise, une start-up? Et quand on dit qu'on est une entreprise, ça devient tout d'un coup beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'on devrait un peu s'affranchir de ces statuts pour identifier des problématiques et trouver le bon moyen de les résoudre, qu'on soit du public ou du privé. Voilà. Valérie Daher, vous constatez cette couverture inégale des besoins aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour fédérer les acteurs et toutes ces initiatives dont on vient de parler? Alors oui, effectivement. Alors, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, notre approche, elle est ultra territoriale parce qu'on constate que sur certains territoires, des initiatives ont été portées par un conseil départemental ou un conseil régional ou par des acteurs en fait locaux et que dans certains cas, la question de l'équipement est réglée, mais pas celle de la formation aux usages. Dans d'autres, en fait, on donne des équipements, mais il n'y a pas de connexion Internet. Donc vraiment, on voit, et là, je pourrais vous citer en fait 10 départements différents avec 10 démarches différentes qu'on a mis en place. Aujourd'hui, en fait, la démarche, elle est nécessairement ultra territoriale pour pouvoir en fait mettre en place un dispositif qui répond précisément aux besoins des jeunes des territoires. Et donc nous, à chaque fois qu'on intervient sur un territoire, on commence en fait par un diagnostic des besoins pour repérer en fait les solutions qui ont été mises en place, les trous dans la raquette qu'il faut combler. C'est à partir de là en fait qu'on va mettre en place le dispositif le plus adéquat. Et donc pour cela, la mobilisation des acteurs et la fédération des acteurs est complètement essentielle puisqu'effectivement on fait appel à toute une palette d'acteurs différents et en fonction des besoins, on va en mobiliser un plutôt qu'un autre. Donc aujourd'hui, c'est vraiment notre mode d'intervention. Notre regret, je crois que vous l'avez dit en introduction, Sylvie, c'est effectivement de ne pas avoir pu mener un partenariat beaucoup plus national avec l'éducation nationale lorsqu'on a lancé le programme Réussite Connectée en début d'année scolaire 2020-2021. Donc, notre objectif était à l'époque d'accompagner 5000 jeunes. On va l'atteindre cette année. On remet ça l'année prochaine avec encore 5000 jeunes supplémentaires. Et on aurait aimé pouvoir travailler main dans la main avec l'éducation nationale pour cibler ensemble en fait les besoins les plus prioritaires et mettre en place en fait une démarche de couverture de ces besoins, même si elle est progressive puisqu'on est quand même loin du compte par rapport à l'ensemble des besoins à l'échelle nationale. Et malheureusement, c'est vrai que cette discussion est compliquée aujourd'hui avec l'éducation nationale. C'est vrai que Morad le disait, c'est une grosse institution
qui est aussi un principe assez fondamental qui est soit on couvre tout le monde, soit on couvre personne, et que du coup, les dispositifs en fait qui avancent progressivement ne sont pas forcément toujours faciles à mettre en place parce qu'il faut définir des priorités et que dès qu'on met en place des priorités, du coup, il faut expliquer que certains sont servis et d'autres ne le sont pas. Donc voilà, c'est une difficulté en fait qu'on rencontre sur une implémentation du dispositif au niveau national et qu'on essaye de combler par une approche très locale pour répondre au mieux aux besoins des jeunes. Anthony Colombani, c'est ce que vous disiez sur le besoin d'identifier justement les besoins et d'identifier une sorte de cartographie finalement de ce qu'il faudrait des initiatives. Oui, tout part des territoires. Je crois que ça a été dit. Morad était prof de maths. Moi, j'étais prof de géo dans une autre vie. Donc, je sais bien que tout part des territoires et que le pays ne manque pas d'initiatives. Que vous soyez au centre de la Corse ou au Havre, il y a des initiatives de connectivité, il y a des initiatives d'insertion. Et tout ça, c'est très intéressant. Nous, grands groupes, on a absolument besoin de s'appuyer sur des acteurs intermédiaires. C'est absolument impossible pour Bouygues Télécom de sélectionner sur la carte de France, vous voyez, comme on mettrait une punaise dans les endroits qu'on veut visiter, un territoire qu'on a envie d'aider. Donc, on a vraiment besoin d'une médiation qui peut être faite par des associations comme Valérie, des gens comme le SAMU social, la Croix-Rouge avec qui nous travaillons également. Donc, on a vraiment besoin de ça. Mais je crois que ce qui manque, et on en fait tous le constat, c'est une cartographie des acteurs territoire par territoire. Moi, des fois, on veut intervenir dans tel territoire parce qu'on souhaite y aller. On travaille sur la région de Lille en ce moment. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à avoir simplement la liste des acteurs qu'on pourrait aider et de lesquels on pourrait se rapprocher. Puis parfois, on découvre des choses à proximité, à un jet de pierre. Moi, je vous parle depuis Vélizy, là. J'ai cru comprendre que Morad y était aussi. Voilà, on ne se connaît pas. Donc, vous voyez, on a vraiment besoin de se parler parfois à des petites échelles pour faire des choses intéressantes. Mais oui, s'il y a une priorité, c'est cartographier les acteurs qui interviennent et les acteurs légitimes, parce qu'il y a aussi des gens pas sérieux dans ce secteur-là. La bonne volonté ne fait pas forcément le sérieux, donc c'est utile qu'on ait aussi cette cartographie. Stéphane Proust, c'est pour ça que vous avez lancé un appel à compétences. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, je vais essayer de tenir en 2 mots. Cet appel à compétences, on va l'assimiler à une vaste opération de sourcing. En fait, on a lancé un appel à la communauté aussi bien publique que privée, associative, pour venir articuler finalement ce qui pourrait être, mais on attendra le résultat des élections, bien entendu, un dispositif d'extension du pilote dont je vous parlais tout à l'heure d'équipement individuel. Et dans ce cadre-là, et on se rejoint sur le fait que l'équipement seul, la connectivité seule ne permet pas de résoudre les sujets d'inclusion ou de fracture. Et donc, on souhaite pouvoir articuler ce programme-là avec des étapes d'accompagnement de tous les acteurs ou de formation, des enseignants, des élèves, des parents, à de l'éducation aux médias notamment. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et donc, l'idée de cet appel à compétences, on l'a articulé finalement autour de 4 thèmes. Celui très large de l'inclusion numérique avec derrière les sujets de parentalité numérique, de citoyenneté numérique, d'inclusion numérique au sens élèves porteurs de handicap aussi bien physique que cognitif. Donc, vous voyez, un champ déjà très large. Et il y en a 3 autres. Celui du socle technico-fonctionnel, évidemment, puisque un programme aussi vaste que celui-là, qui potentiellement pourrait toucher 130 000 élèves dans les 3 ou 4 ans qui viennent, évidemment, on a besoin de le sécuriser et de l'articuler techniquement parlant. Un axe sur la formation des enseignants, non pas pour nous substituer à l'éducation nationale, mais parce qu'on voit bien, et je vois des remarques dans le chat depuis tout à l'heure, que pour qu'un programme comme celui-là fonctionne, il ne s'agit pas de pousser des équipements, il faut aussi qu'ils soient accaparés, inclus dans les pratiques des enseignants, et donc il faut qu'il y ait une dynamique de partenariat qui s'installe. L'éducation nationale a dans ses prérogatives la formation des enseignants, et c'est très bien, ça n'empêche pas de pouvoir compléter, articuler avec d'autres dispositifs qui vont permettre aux enseignants peut-être au quotidien ou au long cours de pouvoir se référer, poser leurs questions, s'inspirer auprès de partenaires ou de pairs. Voilà, donc on souhaite pouvoir aussi compléter cet axe-là. Et puis enfin, tout ce qui va concerner la production et l'usage de ressources, qu'elles soient numériques ou pas, dédiées soit aux élèves, soit à la formation des enseignants. Voilà, donc un appel à compétences qu'on a lancé, qu'on a voulu très large. On a reçu une trentaine de candidatures sur lesquelles on travaille actuellement.
Et notre espoir, c'est de pouvoir identifier de nouveaux partenaires, évidemment, c'était l'enjeu, avec lequel pouvoir s'associer et travailler efficacement dans cette dynamique-là. Cette idée d'appel à compétences, d'appel à projet, c'est aussi ce que fait la Banque des Territoires avec l'appel à projet numérique éducatif, numérique inclusif. Est-ce que Rose Le Mardelet ou Julie Stein peuvent nous en dire 2 mots? Est-ce qu'elles sont là? Je crois que je vois Julie. Voilà. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Oui, donc on va partir. En fait, on a poussé cet appel à projet-là, numérique inclusif, numérique éducatif, en partant de 3 constats que l'on partage, notamment que l'on a pu partager à mon sens lors de cette table ronde. Déjà qu'il y a un lien fort, bien sûr, entre les questions d'inclusion et d'éducation numérique. Et comme le disait très justement Oriane Leroy au début de son intervention, le numérique ne doit pas être pensé en silo, c'est par essence quelque chose de transversal. Et donc, il nous semble important et intéressant et nécessaire d'ailleurs de faire dialoguer ces 2 mondes. On est aussi parti du constat qu'il y a un lien fort, donc, comme je le disais, entre le numérique et l'inclusion. On l'a vu notamment pendant la crise sanitaire, même si c'est un problème qui existait bien avant la crise sanitaire, les enjeux d'inclusion dans l'accès et l'éducation au et par le numérique. Et enfin, le dernier constat, c'est que nous sommes convaincus, et la table ronde de ce matin l'a bien montré, que les solutions à apporter sur ce sujet-là viennent des territoires, sont déjà existantes et sont développées dans les territoires. C'est ce qui nous a amené à développer cet appel à projet-là, numérique inclusif, numérique éducatif, qui vise à financer des projets déjà existants, des projets des territoires, les accompagner, leur permettre de développer leur impact et de passer à une échelle supérieure. Cet impact, cette dimension inclusive des projets, on la mesure tout simplement dans la dimension inclusive au sens large, la dimension inclusive au niveau géographique, par exemple, si ces projets agissent dans des territoires qui sont des territoires enclavés, qui sont des territoires en difficulté, je pense notamment au QPV, une dimension aussi d'inclusion sociale, entre autres, si les personnes sont en difficulté face à l'accès aux usages du numérique, comme le disait d'ailleurs très justement Valérie Daher et Anthony Colomani. Et enfin, on a décidé de financer des projets qui travaillent qui associent plusieurs acteurs, où on travaille en multi-acteurs parce que, comme vous le disiez aussi très justement, il y a une nécessité à faire travailler ensemble des acteurs, il y a une nécessité à faire converger des connaissances et des compétences. Donc, c'est vraiment la volonté des projets que l'on souhaite financer. Et donc, ces projets, ils visent à répondre à 3 grands objectifs. Travailler, évidemment, être des projets qui sont en faveur de la jeunesse, qui ont été durement touchés par la crise sanitaire et qui sont durement touchés par ces enjeux-là. Valérie Daher le rappelait très justement, on a très longtemps cru que les questions d'éducation et d'inclusion numérique, ça ne concernait que les personnes plutôt âgées. On se rend bien compte aujourd'hui que c'est quelque chose qui concerne aussi énormément la jeunesse. On veut aussi financer, comme je le disais, des projets qui attestent de leur ancrage sur le territoire, de leur impact, qui démontrent qu'ils fonctionnent déjà et qui souhaitent réellement avoir un passage à l'échelle. Et enfin, on souhaite que ce soit des projets qui agissent sur cette fameuse triptyque scolaire, péri et extrascolaire, puisque finalement, l'enjeu, c'est vraiment d'opérer sur ces 3 champs-là, sur ce continuum-là, pour que les projets soient vraiment efficaces. Il y a déjà énormément de choses qui sont faites dans le milieu scolaire. Il faut continuer à opérer ces enjeux-là sur les temps péri et extrascolaires, pour pouvoir accompagner réellement et efficacement les jeunes. Et enfin, c'est des projets où on souhaite bien sûr que l'ensemble des acteurs éducatifs soient associés, y compris les parents, et qu'on favorise la coparentalité, parce qu'encore une fois, si on n'associe pas les parents, si les parents ne sont pas accompagnés dans ces démarches-là et ne peuvent pas accompagner les enfants dans cette éducation et dans cette inclusion numérique, ces projets risquent d'être moins efficients. Et bien sûr, les jeunes risquent d'être moins bien accompagnés. On est vraiment persuadés et convaincus qu'il faut une alliance et un continuum sur les temps scolaires et péri et extrascolaires. Pour cela, la Banque des Territoires a développé une enveloppe dans le cadre de son plan de relance de 5 millions d'euros qui visera à financer des projets à 2 niveaux.
un niveau national qui visera à financer jusqu'à 100 000 € des projets qui agissent sur au moins 2 régions, donc qui ont une ampleur un petit peu plus importante, et des projets au niveau territorial, un niveau territorial pour des projets qui agissent sur 1 à 3 départements et qui pourront prétendre à une enveloppe jusqu'à 50 000 €. Ces projets-là, on les financera sur 18 mois. On a vraiment une volonté de pouvoir aussi les accompagner, développer ces projets, constituer aussi une cartographie d'acteurs. Comme vous le disiez, c'est quelque chose qui nous semble très important. Et c'est un projet qui fonctionnera en plusieurs vagues. Et la première vague d'appel à projets, les lauréats, les futurs candidats peuvent y candidater jusqu'au 17 septembre. Les dates des prochaines vagues, on vous les communiquera bien sûr ultérieurement. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la Banque des Territoires pour candidater. Et on sera bien sûr heureux de pouvoir vous partager l'ensemble des informations pour candidater à cet appel à projet. Rose Le Mardelet, pour compléter très rapidement. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors honnêtement, je pense que Julie Stein a vraiment dit l'essentiel et très bien, et aussi fait le lien avec ce qui a été dit pendant la table ronde. Juste pour peut-être redire un mot, à la fois en conclusif, je trouve que la table ronde a bien mis en exergue vraiment ce que l'introduction de Marianne Ledroit avait peut-être proposé en introduction. La dualité du numérique et les solidarités à l'œuvre pendant la crise. Et un des objectifs de l'échange ce matin, c'était aussi d'interroger comment on peut accompagner des initiatives innovantes, mais au-delà d'une situation d'urgence ou de crise, même si évidemment on peut aussi s'appuyer sur les nouvelles dynamiques et la maturité nouvelle qu'on peut capter aujourd'hui pour pérenniser certains dispositifs. Et donc je retenais de l'échange que, en fait, je trouve qu'on s'aperçoit à travers les échanges que les grands principes directeurs, on va dire, des actions qui étaient déjà à l'œuvre avant la crise, sont confirmés en fait à la fois dans leur nécessité et dans leur pertinence. Et on parle de lieux et on parle d'acteurs qui sont existants. Et peut-être le besoin un peu nouveau aujourd'hui, ou qui est vraiment renforcé ou encore plus mis en exergue, c'est le besoin de pouvoir les accompagner et dans leur complémentarité. On a évoqué, au-delà des acteurs à l'œuvre sur le terrain et qui nous ont fait le plaisir de participer à l'échange aujourd'hui, également évoqué d'autres acteurs que sont les collectivités, les entreprises ou les associations, et le besoin d'intermédiation ou d'avoir des relais intermédiaires pour faire de l'ultra-local ou de l'ultra-territorial. Et donc voilà, juste dire que ce dispositif qu'on lance aujourd'hui via cet appel à projet, qui vise à soutenir financièrement des initiatives déjà existantes, s'inscrit complètement dans cette dynamique territoriale et de soutien aux acteurs vraiment locaux et déjà ancrés. Merci Rose. Il nous reste une dizaine de minutes là pour prendre toutes vos questions, enfin certaines de vos questions parce qu'il y en a eu énormément. Julien et Antoine, je ne sais pas lequel de vous deux veut les relayer à nos intervenants. Oui, merci Sylvie. Alors effectivement, on a pu trier toutes ces questions, ces nombreuses questions par ordre d'intérêt, j'ai envie de dire. La première, elle a été posée par Magali Roger, qui me semble a quitté la salle, mais elle a suscité pas mal d'intérêt. C'était comment concilier sobriété numérique et équipement, connectivité individuelle. Est-ce que les tiers-lieux, espaces de coworking et médiathèques, bâtiments publics, ne constitueraient-ils pas une réponse possible à cette question? Je ne sais pas si quelqu'un se sent de répondre, peut-être Valérie Broujas qui travaille même en médiathèque. Effectivement. C'est vrai que la question de la médiation et de l'inclusion numérique, c'est un besoin qui est un besoin où on a
souvent des urgences numériques auxquelles on doit répondre et c'est un besoin de proximité dans ce cas-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, les politiques nationales poussent à ce que les bibliothèques soient à moins de 15 minutes du domicile de chaque habitant en France. Et il y a une loi sur les bibliothèques qui est en cours de validation au Sénat pour justement consolider le fait que c'est important d'avoir une bibliothèque dans une ville, parce qu'en France, il n'y a pas d'obligation pour les villes d'en avoir. Donc, aujourd'hui, faire que les bibliothèques ont été aussi quasiment, on va dire, dans l'obligation de s'intéresser au numérique, car Internet a été un grand concurrent de l'accès à la connaissance et au savoir, et qu'il fallait que les bibliothèques se repositionnent et remettent en avant leur métier d'accompagnement, de sélection de l'information, d'orientation. Après, voilà, on n'écrit plus avec un stylo, mais avec un ordinateur, et c'est important d'accompagner aussi. On accompagne vers la lecture loisir. On est en complément de l'école par rapport à l'apprentissage de la lecture, pour justement développer ses aptitudes et ses capacités à évoluer de manière aisée dans notre société, pour comprendre le monde, pour le critiquer. Voilà, donc les médiathèques sont effectivement de très bons points d'ancrage territoriaux à proximité des habitants et des citoyens. En complément, peut-être, pour ce qui nous concerne, moi j'ai dans mes équipes les gens qui ont la responsabilité de faire baisser l'empreinte environnementale de Bouygues Telecom. Juste rappeler que le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est pas tout à fait négligeable. Ce sera 8% dans quelques années. Et au fond, on n'a pas tellement de solutions. Il y en a deux principales, enfin il y en a trois. La première, c'est le recyclage, le reconditionnement, on en a beaucoup parlé. La deuxième, c'est la mutualisation. Effectivement, un PC peut être utilisé par plusieurs personnes dès lors qu'il est dans un tiers-lieu ou dans une médiathèque. Et la troisième, on en a moins parlé, c'est la sobriété. C'est-à-dire qu'il y a des manières aussi de coder, il y a des manières de gagner du temps, de faire des sites plus sobres, plus lean, qui vont plus directement à l'objectif, qui clignotent pas dans tous les sens avec des vidéos et des pop-up qui s'ouvrent partout. Ça a à la fois un bénéfice cognitif et intellectuel, parce que plus c'est sobre, plus, à mon avis, le rapport à la connaissance est facile. Et puis, en termes environnemental, c'est utile. Mais il faut jouer sur ces trois piliers si on veut concilier numérique et environnement. Julien, sur d'autres questions? Merci Anthony, merci Valérie. Ensuite, on a une question de Fabien Devilliers qui demande si les parents, selon vous, et les professeurs sont suffisamment inclus au numérique pour utiliser les équipements distribués. Il me semble que cette question a été posée lorsque Valérie Daher et Anthony Colombani expliquaient un peu leur dispositif. Alors, la réponse est malheureusement évidemment non. En fait, notamment lorsqu'on s'adresse en fait à des jeunes défavorisés, on a mené une étude d'impact sur le programme Connexion d'urgence mené pendant le confinement, donc avec ces 18 000 ordinateurs distribués. Et l'une des questions qu'on posait à nos bénéficiaires, c'est dans quelle mesure l'ordinateur, indépendamment en fait de son usage éducatif, a été utilisé par la famille pour répondre à d'autres besoins, notamment administratifs. Et les chiffres sont assez intéressants, puisque 80% des ordinateurs que nous avons distribués ont été utilisés par le jeune dans le cadre de son accès à l'école, mais également par sa famille pour accéder en fait à des démarches administratives. Et là, on a constaté effectivement qu'un grand nombre de parents étaient assez désemparés devant l'usage numérique pour leurs besoins propres administratifs, mais également pour accompagner en fait leurs enfants en matière de e-parentalité. Et donc aujourd'hui, on travaille de manière très proche avec le GIE, la Trousse à projet, qui développe en fait des formations à destination des parents dans les établissements scolaires, donc des sessions collectives en fait de formation à la e-parentalité. Emmaüs Connect également a développé tout un parcours en fait de formation à la e-parentalité, pour faire en sorte qu'effectivement les parents soient mieux armés pour accompagner les jeunes face à l'usage du numérique et soient eux-mêmes en fait plus à l'aise avec cet usage. Et c'est absolument essentiel, parce que malheureusement derrière l'ordinateur, il y a souvent un grand nombre d'anxiétés en fait, d'anxiété liées effectivement à des mauvais usages, mais aussi d'anxiété parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Et donc, il est absolument essentiel d'accompagner les parents dans cette e-parentalité, mais aussi dans l'usage numérique. Julien? Alors, on va poser deux dernières questions. Encore de Fabien Devilliers, qui celle-ci est un peu plus ouverte. Est-ce que certains auraient expérimenté des ateliers de médiation numérique à destination des parents et des professeurs? Et si oui, quel bilan en aurez-vous retiré?
Je ne sais pas si c'est le cas pour certains, peut-être que non. Non, apparemment, il y a eu… Alors, nous, on a… Valérie derrière. Oui, en fait, on a des retours d'expérience, en fait, via notre partenariat avec la Trousse à Projet. En fait, la difficulté, alors d'abord, en fait, on a 2 difficultés très concrètes, c'est qu'en fait, les parents s'inscrivent à ces sessions, mais ne viennent pas forcément. En fait, on a un taux de no-show, de gens qui ne viennent pas, qui est assez important. C'est-à-dire que les gens sont conscients des besoins, mais ne sont pas forcément hyper à l'aise pour affronter, en fait, le fait d'être dans la difficulté. Alors, en plus, souvent, les sessions qu'on organise ont lieu dans les établissements scolaires. Et on sait qu'avec des parents défavorisés, le lien avec l'école est souvent un peu compliqué parce que ça les ramène eux-mêmes en fait à leurs propres difficultés et ça génère aussi une anxiété qui leur est personnelle dans leur rapport avec l'école. Et donc, on voit en fait que c'est vraiment un sujet qui est difficile à traiter parce que en fait, c'est un peu comme l'illettrisme, en fait, l'électronisme, c'est un peu le même sujet. D'abord, il faut en être conscient, puis il faut oser l'affronter. Et en fait, même quand il y a une démarche d'inscription, on voit que les gens vont pas forcément jusqu'au bout. Et nous, on est en train de se demander si aujourd'hui, au lieu d'organiser des sessions collectives, il vaut mieux pas qu'on aille au devant en fait de ces familles, ce que l'on fait déjà, puisqu'aujourd'hui, quand on distribue des ordinateurs, on met en place des appels entrants vers les jeunes pour comprendre en fait leurs besoins en matière du numérique et on les interroge également sur l'aisance de leur famille sur l'usage au numérique. Et donc là, une des prochaines étapes à laquelle on réfléchit, mais sur laquelle aujourd'hui on n'a concrètement pas de solution immédiate, c'est des formations individuelles parce que malheureusement, je pense qu'il faut aller au-devant en fait de ces familles plutôt que attendre qu'elles viennent à nous. Et il y a d'autres initiatives qui sont repérées dans le chat, donc c'est super. Julien, pour la dernière question. La dernière question qui a récolté le plus de votes, c'était une de Mathieu Gonnet qui demande qui met en lumière le fait qu'il manque un peu de contenu sous licence libre et qui demande si il est prévu d'ouvrir le contenu d'Educonum. Alors. Je ne sais pas si l'un de vous peut répondre. Je ne sais pas à qui… C'est moi qui ai évoqué en fait Educonum. Valérie Brujas. Ouais, qui a été conçu par l'association Fréquence École. A priori, Fréquence École met en ligne ses ressources sur un site qui est accessible. Donc, déjà, tout son travail pédagogique qu'il réalise est accessible. Educonum, c'est une production récente, donc je ne sais pas. Mais voilà, ils ont aussi cette démarche-là de rendre accessible à tous leur création. Bien, merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Le chat a été très vivant, donc c'est très intéressant. On voit que finalement, on aurait pu prolonger la discussion, mais il est 10 heures. Donc, on va se laisser là et on se retrouve en septembre ou en octobre, en tout cas à l'automne, pour un nouveau Parlons Inclusion Numérique qui traitera d'un autre sujet dont nous vous dévoilerons le thème prochainement. Et je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Merci. Oui, au revoir. Merci. Je voulais simplement, excuse-moi Sylvie, Merci. Et je crois qu'il y aura un replay. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Sylvie. Je voulais dire, pour les derniers qu'il reste, effectivement, il y a un enregistrement qui va être mis à disposition de tout le monde. Vous pouvez retrouver le replay que vous allez recevoir après la fermeture de cette session. Très bonne journée à tous. Merci Julien. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.